Il y a des concurrents partout dans le secteur de la mode. Donc, c'est pas en fonction des concurrents qu'on se définit, c'est plutôt en fonction de ses tripes et de ce qui a du sens pour soi. Comment développer une entreprise de mode et avancer même dans les moments difficiles? Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach. J'accompagne les femmes entrepreneurs à propulser leur business avec une vision claire et une stratégie alignée. Avec ce podcast, accompagné de ma partner in crime, Lynn. Hallo, ik ben Lynn. Nous vous proposons chaque jeudi un nouvel épisode en français ou en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on partage, on échange et on s'inspire. Belle écoute! Et pss, pss. Vous savez qu'en plus de ce podcast, je suis experte en développement commercial et coach. Avec mon nouveau programme Essor, j'accompagne les femmes entrepreneurs dans leur développement commercial. Essor, c'est 9 vidéos, 4 modules, 28 documents de travail, mais surtout des rendez-vous individuels sur mesure toutes les 3 semaines. Un rendez-vous collectif en hebdomadaire et puis la possibilité de grandir ensemble pour faire avancer votre chiffre d'affaires. Ça vous intéresse? Allez sur mon site www.astridlefebvre.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur LinkedIn, Astrid Lefebvre. J'y diffuse régulièrement du contenu que je fais avec tout mon cœur. Et puis, enfin, vous pouvez aussi vous inscrire à mes M Vendre Letters. C'est tous les vendredis un shot de good vibes, de tips, d'apprentissage de ma vie de coach, d'experte commerciale et d'entrepreneur. À très vite. Il n'y a pas de doute. Dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Virgin Brands. Belle écoute. Bonjour à tous pour cet épisode solo, un format que vous avez beaucoup apprécié lors de l'épisode 111 Osez vendre et aimer ça. Je me remets à l'exercice pour vous et je vais vous parler des 5 étapes pour réussir commercialement dans la mode. C'est une masterclass que j'ai déjà donnée et qui a eu un certain succès et le fait de travailler là-dessus m'a vraiment permis de concentrer, de synthétiser et de vraiment arriver avec un message que je pense nouveau dans un monde chaotique en plein mouvement où on s'interroge tous comment réussir commercialement dans la mode. Donc premièrement, la première étape qui est pour moi fondamentale, c'est de clarifier son message, d'avoir un ADN de marque extrêmement important. C'est ce fameux why, ce fameux pourquoi. Aujourd'hui, c'est pas le produit qui sera le plus important. Tout le monde a déjà plein de belles choses. C'est pourquoi vous proposez ce produit. Donc, il est extrêmement important de réfléchir à son histoire de marque et d'arriver tout de suite avec quelque chose de singulier, quelque chose qui vous différencie. Donc, quel est dans votre message ce qui fait écho à peut-être votre histoire personnelle, à peut-être des choses que vous avez vécues, à des choses qui résonnent pour vous. Si ça résonne pour vous, alors ça pourrait bien résonner pour d'autres. Ce qui est important là-dedans, c'est de se dire que c'est sa singularité, c'est ce regard de créative, c'est ce regard de créateur qui vous différencie des autres. Donc si par exemple dans votre vision, dans votre message, il y a l'idée de liberté ou l'idée d'élégance, évidemment bien des marques ont aussi cette notion, cette valeur comme pilier de marque. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui est selon vos yeux à vous la définition de la liberté. Qu'est-ce qui est pour vous l'élégance. Et donc de venir nourrir, c'est aussi dans votre communication, venir nourrir des éléments comme ça très forts sur des messages qui vous sont personnels, comment ils résonnent pour vous. C'est vraiment comme ça qu'on parle de singularité, qu'on parle aussi évidemment d'authenticité et qu'on arrive à avoir une vision claire de ce qui est notre marque. Pour définir ça, il y a aussi beaucoup de questions qu'on peut se poser. De voilà qui je suis, pourquoi je lance ma marque, qu'est-ce qu'elle apporte sur la planète Terre, qu'est-ce que j'apporte comme valeur supplémentaire. Et elle va vraiment arriver avec une histoire qui du coup se complète et se voit sur d'autres choses. J'ai envie de vous donner des exemples un peu connus, évidemment comme Jacquemus,
qui a vraiment commencé avec son histoire personnelle de jeune homme qui aimait le sud de la France, la lavande, les citrons, tout cet univers ensoleillé de la Méditerranée, qui nous a parlé très vite dans son histoire personnelle de la mort de sa maman, de sa grand-mère qui était importante. Et donc, c'est ces éléments-là qui ont créé de l'attachement et qui ont créé, honnêtement, sa singularité. Et aujourd'hui, quand on pense à Jacquemus, on pense évidemment à une marque et plus seulement à l'homme, Simon porte Jacquemus, mais en plus de l'homme, on pense à cet univers ensoleillé méditerranéen. Et donc, à partir de son histoire personnelle, il a créé un univers de marque avec un ADN fort et des piliers et des valeurs qu'il peut retranscrire à travers ses collections et à travers sa créativité. Un autre exemple, une marque avec laquelle j'ai longtemps travaillé, qui est Vanessa Bruno, qui est aussi une marque d'une femme qui est une vraie Parisienne, mais qui a aussi de la famille d'origine danoise, et donc qui est venue il y a déjà maintenant 30 ans de ça, avec une marque alignée entre ce chic parisien et puis ce côté très clean, très minimaliste scandinave, avant même qu'il ne soit aussi connu ces 10 dernières années. Donc elle est aussi arrivée avec son identité personnelle, son histoire et ses origines pour venir apporter une marque avec une vision claire. Ensuite, la deuxième étape que j'ai envie de vous proposer, c'est que à partir du moment où vous avez défini votre vision, celle qui est juste pour vous, celle qui définit ce que vous avez envie de communiquer, il y a l'idée d'avoir un message avec une image de marque qui est impactante, cohérente et consistante. Alors, c'est quoi une image de marque impactante ? Évidemment, c'est très délicat de dire ce qui est impactant, ce qui ne l'est pas. C'est des subjectifs, c'est individuel, c'est vraiment des choix personnels. Mais en tout cas, qu'est-ce qui résonne pour vous ? Et moi, je propose à des marques, quand elles commencent, de commencer petit avec des choses très fortes et très reconnaissables, notamment en termes d'image. Et après, de pouvoir faire grandir sa collection. On connaît tous l'histoire d'Essentiel qui a commencé avec des t-shirts. Et il y en aurait plein d'autres, des exemples. Donc, avoir quelque chose d'impactant, de fort, quelque chose, mais pas forcément de fort dans le produit, de fort dans l'image et dans le message, dans la fameuse vision dont je vous ai parlé en première étape. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Impactant, c'est aussi différenciant. C'est aussi quel est le détail, quelle est l'histoire qui va vous permettre de ne pas être comme les autres. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Ensuite, cette idée de cohérence, elle est fondamentale. Moi, je travaille avec beaucoup de créatives qui ont 1000 idées à la seconde, qui ont envie de plein de choses, évidemment. Et donc, du coup, parfois, ça manque de cohérence parce qu'elles ont envie de parler de soleil et puis en plus, elles ont envie de parler de rock'n'roll. Et donc, voilà. Et donc, l'idée n'est pas forcément de les brimer, mais de leur proposer un cadre cohérent dans lequel elles peuvent exprimer leur créativité, mais qui permet quand même à la marque d'avoir une réelle cohérence. Donc, je pense que les marques aujourd'hui qui sont cohérentes, c'est des images qu'on reconnaît de loin, c'est des images où, par exemple, si on devait faire un hôtel, on saurait comment serait l'hôtel, on imaginerait déjà l'hôtel. J'aime bien cet exemple-là. Si votre marque devenait un restaurant ou devenait un hôtel, quel serait l'univers de ce restaurant, quel serait l'univers de cet hôtel, et demander ça peut-être à des amis ou à des clientes pour voir si justement c'est cohérent et impactant pour les autres, qui le voient de l'extérieur. Et puis, dans l'idée de cohérence, c'est aussi sur tous nos canaux. Aujourd'hui, il y a 1001 manières de communiquer. Il y a évidemment à travers la signature de son email, à travers sa manière de parler et de correspondre avec l'autre. Il y a des marques qui tutoient leur communauté, il y a des marques qui vous voient. Donc, qu'est-ce que vous voulez, vous, mettre en avant ? La cohérence, c'est aussi dans votre service client, relation client, dans votre rapport à vos partenaires, qui peuvent être des photographes, des make-up artistes. Quelle est la cohérence que vous pouvez créer sur tous les canaux ? Évidemment aussi vos canaux de communication, comme Instagram, Facebook, TikTok, vos newsletters, votre site Internet. Parfois, ça peut être plusieurs personnes qui s'occupent de ça. Et honnêtement, ça peut créer parfois un manque de cohérence. Moi, j'ai pu voir des marques où il y avait une idée de romantisme qui était décidée entre deux personnes, et puis après, d'autres personnes devaient mettre ça en place sur le site Internet ou le communiquer au photographe pour le prochain photoshoot, et on voyait bien que le message avait été dilué. Donc, comment garder en cohérence ? Moi, je vous conseille déjà d'avoir des mots-clés, et à partir de ces mots-clés, de travailler des mood boards, qui sont comme des étagères, des vitrines de tout votre univers visuel. Et puis, en plus des mood boards, d'avoir aussi du storytelling, des histoires. Qu'est-ce que sont les histoires qui viennent, par exemple, pour vous, définir la notion de liberté ? Qu'est-ce qui est pour vous des histoires qui viennent définir la notion d'élégance ou d'atemporalité ?
Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui permettent d'avoir un langage commun avec les gens avec qui on travaille, un langage commun sur tous ces réseaux sociaux et donc de gagner en cohérence. Et ensuite, le troisième mot clé pour cette deuxième étape, c'est de penser à de la constance. La constance, ça va aussi avec la patience, ça va aussi avec la confiance. C'est de garder le fil rouge de manière constante, no matter what, même si les ventes sont pas bonnes, même si c'est compliqué. Et c'est là où la ligne est très délicate entre savoir se remettre en question, savoir écouter nos doutes et en même temps garder une constance dans ce qu'on fait. Il est parfois, beaucoup de marques ont pu le raconter à ce micro, qu'à un moment donné, elles ont voulu plaire à tout le monde, donc elles ont voulu proposer d'autres choses. Je me souviens notamment de Esfan, d'Essentiel, qui a dit qu'à un moment donné, ils avaient 10 agents, des marchés lui demandaient du noir et du rock, d'autres marchés leur demandaient plus d'imprimés fleuris, et au final, leur collection était trop grande et avait un peu perdu de leur image et de leur cohérence et de leur consistance. Donc ça, c'est intéressant comme message à entendre. Dans quelle mesure vous pouvez rester avec cette constance, que ce soit toujours clair. Et c'est pas forcément évident parce que parfois il y a du succès, il y a moins de succès. Donc comment ne pas se perdre? Des gens donnent leur avis. Donc voilà, donc garder une visibilité très claire sur ce que vous avez envie de dire, sur ce que vous voulez transmettre, et de garder cette idée de constance. C'est aussi une des clés dans les réseaux sociaux, une des clés pour les newsletters, une des clés aussi dans la mode, d'être constant. On ne peut pas forcément réussir si on fait une capsule et puis après on n'en fait plus, si on fait des stories et puis après on n'en fait plus. Il y a l'algorithme là-dedans qui va jouer d'ailleurs. Donc la constance, c'est aussi une marque de sérieux, de professionnalisme, et surtout, je pense que c'est comme ça qu'on crée de la confiance. Et la confiance aujourd'hui, dans un monde aussi bouleversé, c'est un élément clé pour réussir commercialement. Comment créer de la confiance avec son client, comment créer de la confiance avec sa communauté? Eh ben, en étant constant, cohérent, en répétant toujours le même message, avec créativité. C'est vraiment ce qui va permettre d'aller plus loin dans une relation proche avec son client. Ensuite, la troisième étape pour réussir commercialement, c'est de travailler en amont, idéalement, si vous êtes déjà lancé, c'est toujours le moment d'y réfléchir, de lancer et de travailler sa stratégie de prix et de distribution. Alors, sa stratégie de prix, j'ai envie de vous clarifier les choses avec 3 éléments. En fait, c'est assez limpide quand on voit les choses sous 3 angles. Premièrement, vous pouvez avoir un prix très bas, qui veut dire que vous avez besoin de toucher une masse, et donc du coup, votre marge est très basse. Donc, petit prix, petite marge, besoin d'aller chercher une grosse audience. Deuxième exemple, vous êtes médian, vous êtes moyen, vous êtes comme tout le monde un peu. Vous êtes dans le ventre mou, j'ai envie de dire. Donc vous êtes ce moyen de gamme, vous avez énormément de concurrents. Et là, le secret, vous avez aussi beaucoup de concurrents dans le bas de gamme. Il y a des concurrents partout dans le secteur de la mode. Donc c'est pas en fonction des concurrents qu'on se définit, c'est plutôt en fonction de ses tripes et de ce qui a du sens pour soi. Donc soit c'est pas cher, petite marge, grosse audience, soit je reviens sur mon ventre mou, donc du moyen haut de gamme, où là ce qui est fondamental, c'est de se différencier. Donc je suis à 140 €, 200 € la chemise, comme beaucoup de marques par exemple, et du coup, qu'est-ce qui est mon message différenciant? Je donne 50% de mes revenus à une ONG en Inde, je fais des sacs, mais ils sont en cuir d'ananas. Quel est le message différenciant? Quel est l'élément qui fait que les gens savent que vous n'êtes pas le sac de tout le monde? Vous êtes un sac comme un autre, très joli, même positionnement en prix que beaucoup de marques, mais le vôtre, c'est du cuir d'ananas, par exemple. Donc, qu'est-ce qui différencie? Ça, je pense que c'est très intéressant comme message. Et ensuite, la troisième positionnement, c'est évidemment le luxe, l'excellence, le haut de gamme. Et là, dans ces cas-là, c'est comment je me niche. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot. Se nicher, c'est aussi une manière d'être concentré, de focuser et d'atteindre parfois plus rapidement sa clientèle. Mais quand on va à un niveau haut de gamme, ça veut dire juste qu'il faut garder ce même niveau d'excellence et d'exigence en termes de cohérence et de constance. Je vois ça aussi, des marques qui veulent vendre des blazers à 600, 800 €, mais qui n'ont pas forcément les moyens de faire des photoshoots à ce niveau-là de prix. C'est un problème. Honnêtement, l'idée de cohérence et de consistance revient là aussi.
On peut pas avoir parfois des lookbooks d'un haut niveau et parfois d'un moins bon niveau en termes de qualité, je veux dire, en termes de prestations. C'est à nouveau, ça résonne à nouveau avec cette notion de confiance. Donc, travailler sa stratégie de prix en amont, c'est réfléchir à son prix, comme je vous l'ai dit, pour se positionner par rapport à une concurrence qui est de toute manière accrue. Le deuxième élément qui est fondamental avec le prix, c'est qu'il vient aussi définir la valeur que vous donnez à votre produit. Donc, qu'est-ce qui est juste pour vous et qui prend en compte les réalités du marché. Donc, évidemment, quand on définit un prix, c'est avec sa production, mais aussi sa rémunération. Ensuite, donc il y a beaucoup de gens déjà qui oublient de se rémunérer, qui oublient de calculer leur prix de rémunération et donc qui tirent leur prix trop bas et qui après 4-5 ans s'essoufflent complètement parce qu'ils ne se rémunèrent pas ou ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir développer de nouvelles catégories, des nouveaux photoshoots par exemple, et du contenu, ce qui est quelque chose de très exigeant. Dans le secteur de la mode, on a besoin de contenu, donc on a besoin de générer de la marge pour pouvoir engager ses frais. Et puis c'est fondamental de pouvoir se payer en tant que créatrice, en tant que fondateur, pour pouvoir honorer son travail et son temps. Et il y a aujourd'hui trop de gens, honnêtement, qui ne se rémunèrent pas. Son prix, il est décidé en fonction de ses coûts de production, ses coûts de fabrication, ses coûts de matières premières et évidemment sa rémunération. Ensuite, il y a l'idée de calculer potentiellement une marge qui pourrait être prise par des partenaires potentiels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se lancent avec du B2C, qui veulent aller que dans des clients et qui oublient l'importance à un moment donné de pouvoir passer par des partenaires multimarques. Et des partenaires multimarques, ça peut être aussi bien des agences de marketing digital qui vont vous aider à faire grandir votre communauté avec du sponsoring, ou bien évidemment des agents pour aller chercher des nouveaux marchés dans lesquels vous ne pouvez pas aller parce que vous ne pouvez pas parler la langue ou que tout simplement vous ne pouvez pas être sur tous les marchés physiquement, géographiquement, ce n'est pas possible. Et puis évidemment la marge qui est demandée par la boutique multimarque qui vous permet de gagner en visibilité, de gagner en distribution plus élargie et qui est à l'heure d'aujourd'hui très facilement une marge minimum de 2,7. En tout cas, sur le Benelux, c'est une marge qui est commune et demandée. En France, il y a 2,5 qui est encore assez réglementé. Mais c'est évident que les boutiques multimarques, elles aussi, elles vont être de plus en plus gourmandes et demander des marges de 2,5, 2,7, 3. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de pouvoir anticiper dans ces prix pour pouvoir être juste pour soi. J'ai accompagné une marque de chaussons qui, par exemple, a été demandée par le Bon Marché et qui n'a pas été capable de pouvoir répondre à la demande du Bon Marché parce qu'il n'avait pas la marge à leur offrir. C'est quand même regrettable quand on a une si belle enseigne qui vient nous voir de ne pas pouvoir l'honorer parce qu'en fait, on voulait que être B2C. D'autant qu'elle s'est rendue compte aussi que sa cliente finale n'était pas forcément sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc, elle avait besoin, elle aussi, d'aller chercher des boutiques multimarques pour que les gens puissent voir la qualité, le chausson, la production, le coup de pied, comment c'était confortable ou pas, et puis évidemment voir les différences de couleurs. Donc vous comprenez bien à quel point ça peut être important de ne pas omettre l'idée de distribution et de ne pas avoir peur de calculer ça dans ses prix. Je pense qu'au départ, c'est important d'avoir des prix focus, concentrés, et après de pouvoir répartir des prix moins chers, des prix plus chers. Mais au départ, c'est mieux d'avoir une collection compacte et cohérente avec un seul prix moyen et après de la faire évoluer avec des pièces beaucoup plus exceptionnelles, beaucoup plus images pour justement aussi créer de la désirabilité, du waouh, des photos extrêmement fortes qui vont permettre cette image impactante dont on parlait. Et puis après, d'avoir des plus petits prix, ce qu'on appelle un peu de l'access price, et d'avoir la possibilité d'élargir en effet sa clientèle et de pouvoir aller chercher un chiffre d'affaires supplémentaire. Le quatrième élément, la quatrième étape, qui est aujourd'hui quelque chose qui est très nouveau, honnêtement, et qui a été un peu oublié par les marques qui se sont lancées il y a longtemps, j'ai envie de dire, c'est l'importance de communiquer en construisant une communauté. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui, évidemment, sont sur les réseaux sociaux, mais pour montrer ce qu'ils font, pour développer les photos, montrer leur dernier lookbook, leur dernier partenariat avec telle ou telle influenceuse, mais qui n'ont pas pris en compte que l'intérêt des réseaux sociaux, c'était cette communauté avec laquelle on échangeait. C'était cette capacité qu'on pouvait avoir
à expliquer, à exprimer un message. Donc, comment on construit une communauté dans la mode aujourd'hui? Souvent en incarnant sa marque. C'est là où c'est pas forcément facile pour tout le monde et tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer devant la caméra. Mais on peut aussi incarner autrement. On peut incarner avec des messages, avec sa voix, avec ses mains qu'on montre, avec des histoires qu'on raconte. C'est pas forcément avec son visage. Mais en tout cas, ce qui est important dans cette idée de communauté, c'est l'idée notamment que dans la mode, les femmes ont besoin d'inspiration. C'est aussi pour ça qu'elles vont dans des boutiques, qu'elles ont envie de se faire conseiller, qu'elles ont envie d'avoir des idées. Et donc, pourquoi tant de femmes suivent des marques sur les réseaux sociaux? En fait, c'est ça, c'est pour avoir des idées, c'est pour être inspirées, c'est pour voir que gris et blanc, ça peut être très joli, avec une touche de jaune, de voir qu'une veste longue, ça peut être super sympa sur une jupe courte, auquel elles ne désiraient pas forcément penser. C'est de se faire inspirer sur une certaine modernité, sur une certaine silhouette, un look, une ceinture bien dégaine qui vient looker un blazer. C'est des idées. Donc en fait, c'est aussi ça, créer une communauté. C'est inspirer, c'est donner des idées, c'est donner des tips, c'est raconter des histoires. Et très vite, ça va venir renforcer le fameux message dont on parlait en étape numéro 1. Quand vous définissez comme message, par exemple, l'élégance ou la temporalité, l'élégance, disons, gardons cet exemple, eh bien, dans la création de votre communauté, c'est ça que vous allez montrer, peut-être des lieux de raffinement, des hôtels très agréables. Voilà, il va y avoir tout cet univers d'élégance qui fait que les gens vont venir vers vous, justement, pour avoir les bonnes adresses pour un chouette hôtel, pour des marques de skincare qui fait que vous êtes dans cet univers de la beauté et de l'excellence. Donc, c'est exactement ça, la communauté. C'est à partir de votre message et ça va plus loin que votre collection, plus loin que les pièces que vous vendez. Créer une communauté, c'est créer du lien. C'est aujourd'hui ce qui rend les gens heureux. Être en lien avec d'autres. Donc, c'est pas être tout seul sur son île. Moi, j'entends tout le temps des créatrices, quand je les reconnecte à la joie de faire des vêtements, c'est toujours à la joie de voir porter leurs vêtements. S'il n'y a pas ça qui vous anime, alors il faut faire de l'art et aller dans des musées et des galeries. Mais le vêtement, c'est une industrie où on est là pour aider la femme dans son quotidien, donc qu'elle se sente bien quand elle va à la crèche, qu'elle se sente bien quand elle est en réunion avec son boss, qu'elle se sente bien quand elle est en dîner avec son amoureux et qu'elle se sente bien sur un dance floor avec ses copines à 3 heures du matin. Donc on vient nourrir la femme dans son quotidien, on vient l'accompagner pour qu'elle se sente belle. Et c'est souvent l'élément numéro 1 pour lequel on achète un vêtement. Se sentir bien, se sentir jolie. Donc c'est ça qui est intéressant à garder. Donc comment vous pouvez créer cette communauté où vous aidez sincèrement, où vous contribuez sincèrement au bien-être de votre cliente finale en lui proposant un message fort, un message inspirant et puis évidemment aussi des collections et des pièces qui vont plaire. Dans cette histoire de communauté, j'aime bien rappeler que souvent, votre première cliente, c'est vous. Vous avez répondu à votre besoin, à vous, en lançant votre marque quelque part. Aujourd'hui, j'entends parfois des créatrices qui me disent qu'elles font des sacs ou des vêtements et que la moitié de leur collection, elles ne les porteraient pas, elles ne les aimeraient pas. Et ça, je pense que c'est un problème parce que du coup, ça fait un message qui se dilue, qui est moins fort. Et en termes de communauté, du coup, on a un peu voulu parler à tout le monde et quelque part, on s'est un peu perdu dans son message. Donc, il est intéressant là de revenir sur cette histoire de focus et d'avoir un message clair pour parler à une communauté précise, concrète de femmes qui vous ressemblent, à qui vous appartenez vous aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle en marketing connaître sur le bout des doigts sa cliente idéale. Pour moi, c'est vraiment ça, comprendre qui elle est, comprendre ce qu'elle a et se sentir en adéquation complète avec elle. Moi, je rencontre parfois des créateurs wallons qui me disent qu'ils se font acheter que par des Flamands et qui se sentent hyper déconnectés parce qu'ils parlent pas le néerlandais, parce qu'ils sont un peu impressionnés par ces Flamands qui ont les moyens d'acheter leurs pièces. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça crée un rapport qui est inégal et qui n'est pas du tout fluide. Et dans ces cas-là, on n'a pas du tout de communauté construite. Donc, dans quelle mesure on peut s'adresser à un client avec lequel on résonne, avec lequel on a le même message, en dehors de n'importe quel problème linguistique. Ensuite, le dernier élément, cette 5e étape, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que c'est aussi très nouveau, et il faut savoir être agile et apprendre de nouveaux métiers pour ça, c'est en effet, avec une marque, de devenir un média. Donc pour moi, c'est vraiment l'élément
nouveau et fondamental aujourd'hui, c'est qu'à partir de sa marque, on est devenu un média. Qu'est-ce que ça veut dire un média? Ça veut dire une plateforme où avec vos newsletters, vos réseaux sociaux, vos points de vente, vos boutiques, avec tous les points de contact avec votre client final, vous avez quelque chose à raconter. Vous avez quelque chose à défendre, vous avez un message. Et pour moi, en vous mettant ça en lumière, devenir un média, je fais une boucle bouclée, une boucle ronde avec l'idée numéro 1 qui était son message. Si vous n'avez pas un message au début qui est quelque chose qui vous tient aux tripes, qui est quelque chose qui vous donne envie tous les matins de vous réveiller, alors du coup, vous avez quelque chose à dire au monde et du coup, prendre votre marque comme un média, c'est formidable. Et il y a des marques qui font ça très bien. C'est vraiment l'idée de pouvoir s'appuyer sur justement des collaborations, des influenceuses, des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent le même message et qui vont vraiment pouvoir avoir un ton de voix, quelque chose de très cohérent. J'ai envie de mettre en lumière une créatrice que j'adore, qui est Sarah de Saint-Hubert, qui est un des premiers épisodes de ce podcast et qui est pour moi vraiment une marque qui est en train de devenir un média avec sa boutique à Bruxelles, rue Page. Donc du coup, une adresse. C'est aussi formidable d'avoir un lieu où on peut rencontrer, un lieu où elle organise des concerts, où elle organise des rencontres, puisque dans son ADN de marque, dans son fameux message, il y a toujours eu quelque chose de très cohérent entre les vêtements et la musique. Son mari est musicien, elle-même, elle chante. Et donc, devenir un média, c'est ça, c'est devenir, à partir de sa marque Sarah de Saint-Hubert, ou plutôt SDSH, devenir une plateforme avec un message fort de cohérence qui mélange mode et musique. Donc, à vous de définir qu'est-ce que vous pouvez raconter. Il y a des marques qui ont lancé un podcast. Il y a des marques qui nourrissent des liens très forts grâce à leur newsletter. C'est de voir comment vous, à votre niveau, vous pouvez construire votre marque et donc votre communauté avec cette idée de média. Donc, avec cette idée de nourrir chacun des canaux pour pouvoir diffuser votre message et évidemment vendre vos collections. J'espère que je vous ai intéressé avec cet épisode solo de 25 minutes. En tout cas, sachez que pour passer de ces belles idées à du comment je mets en place mon message clair, comment j'ai une image de marque impactante, cohérente et consistante, comment je travaille en amont ma stratégie de prix et de distribution, comment je construis une communauté et comment je deviens un média. Il y a une réponse incroyable à ça, qui est le programme Essor. Essor, c'est un programme que j'ai lancé en avril et qui permet d'accompagner les femmes entrepreneurs dans le développement commercial de leur activité. Il est lié à évidemment 20 ans d'expérience dans la mode, à aussi 4 ou 5 années de consultance où j'ai pu accompagner beaucoup de femmes dans leurs projets créatifs et artistiques, et puis aussi à ma vie de femme entrepreneur où moi, très vite, je me suis fait coacher. Et j'ai compris qu'en étant coachée, je pouvais comprendre mes valeurs, comprendre ce qui m'animait. Par exemple, ce podcast, j'ai mis 14 mois à le sortir. Moi aussi, j'avais des peurs, des doutes. Je me disais, mais qui suis-je pour faire un podcast encore plus sur la mode belge? Je peux pas le faire qu'en français. Il faudra que je le fasse en néerlandais, qui est ma 3e langue. Qui suis-je en tant que Française pour parler de mode belge? Évidemment, je me disais que j'étais pas journaliste, que j'étais pas monteuse. Donc, vous imaginez bien toutes les valeurs, toutes les doutes que j'ai pu avoir. Mais comprendre en fait que derrière ce projet de podcast, il y avait l'idée de rencontrer, d'échanger, de transmettre. Tout de suite, ça m'a alignée avec mes valeurs et ça m'a donné un flow, une énergie incroyable qui fait que dès la première année, j'ai sorti un épisode toutes les semaines, alors même qu'au départ, je voulais un épisode sur 2. Donc, dès la première année, j'ai sorti 45 épisodes et toute seule, avant même que Lynn n'arrive dans l'aventure. Et donc, je vous raconte ça pour vous dire que c'est ça aussi qu'on fait avec le programme Essor, c'est de venir vous coacher. C'est des séances individuelles avec moi, toutes les 3 semaines, qui permettent vraiment d'aller comprendre vos peurs, vos freins, vos pensées limitantes, de les mettre en lumière. C'est déjà une première étape. Et après, avec beaucoup de bienveillance, de voir ce qu'elle révèle, ce qu'elle dit de vous et de voir comment on peut les transformer en levier d'action. Donc voilà, Essor, c'est un programme hyper complet, sur mesure, qui permet d'avoir accès à un hébergeur où vous avez 5 modules pour clarifier votre vision, travailler votre identité, vos valeurs, travailler la vente, la commercialisation et ensuite travailler la communication et la distribution. Ensuite, j'ai un dernier module qui est un peu un module chouchou avec 3 vidéos et 10 documents sur l'amour de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Fondamental pour moi, c'est le moteur de votre véhicule. Donc, c'est très important.
Et donc voilà, donc j'accompagne avec beaucoup de plaisir sur ces sujets-là parce que je vois bien qu'ils font toute la différence. Donc si ça résonne pour vous, ce programme Essor, qui est donc polymorphe, de l'individuel, des documents, des vidéos. Il y a aussi du collectif le vendredi midi. Donc on est à plusieurs entre femmes entrepreneurs et on partage, on se soude et on célèbre. C'est quelque chose qui est pour moi hyper important. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, via Instagram, via LinkedIn. Vous pouvez aller voir aussi mon site internet. Et puis voilà, me retrouver sur mes réseaux sociaux. J'organise régulièrement aussi des masterclass, des rencontres pour pouvoir échanger avec vous. Je suis toujours ravie aussi de faire des appels ou même des visios pour voir dans quelle mesure je peux vous accompagner sur vos problématiques. Et si vous connaissez des gens qui auraient besoin de mes services, n'hésitez pas à les envoyer vers moi. Et dernier point, le vendredi, tous les vendredis, j'ai une M-Vendre Letters, des newsletters qui est un peu un shoot de good vibes, d'apprentissage, de tips, de conseils, et puis aussi de partage d'expériences pour vous aider dans l'idée de vous développer commercialement et un partage de ma vie d'entrepreneur et d'experte en commercialisation. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ce podcast et de vous retrouver très vite dans tous les médias qui sont là aujourd'hui à notre portée pour échanger et se rencontrer en vrai. À très vite. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.